Et puis la mensualité moyenne assurance incluse, alors elle a augmenté de plus 35% entre le troisième trimestre et le deuxième trimestre, ce qui est absolument faramineux, enfin je trouve ça hallucinant, plus 35%, que les gens l'avaient quand même suffisamment bien marketé pour arriver à le vendre à des gens qui n'étaient obsédés que par, on va dire, l'économie d'impôt, mais en soi, il y a peut-être 9 projets sur 10 dans le 9 qui sont des catastrophes financières et économiques pour les gens. Il semblerait que les taux vont quand même baisser. Là, je sais aussi que certaines banques ont corrigé un petit peu. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous, je suis ravi de vous recevoir sur cette nouvelle capsule et on va parler de statistiques aujourd'hui. Je vous ai préparé un petit résumé de quelques statistiques que j'ai reçues récemment de la part d'un outil qu'on utilise en transaction et qui équipe plus de 8000 agences en France. Et donc, ils font un baromètre chaque trimestre avec quelques statistiques. Et je vais vous résumer quelques points qui me semblent assez intéressants pour faire une capsule rapide que vous pouvez écouter tranquillement de votre côté. On va parler de plusieurs choses. Donc, je prends mon petit résumé que j'ai sous les yeux. On va parler de plusieurs choses. L'âge moyen des investisseurs. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une stat, je trouve, pour le coup, intéressante à traiter pour que vous puissiez aussi vous identifier, vous qui nous écoutez, à l'âge moyen d'un investisseur aujourd'hui en France, notamment sur le dernier trimestre 2024. Ensuite, on va parler aussi de l'écart de prix entre, donc de la négociation moyenne, on va dire, en abordant l'écart de prix entre le prix affiché et le prix vraiment négocié et acté. Et puis, on va parler aussi du profil type de l'emprunteur, parce que vous le savez, le financement, c'est le nerf de la guerre. Donc, on va parler du profil type d'un emprunteur aujourd'hui au troisième trimestre 2024. Quel est-il ? Et puis aussi des taux d'intérêt sur ce troisième trimestre par durée de prêt, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Allez, c'est parti. On démarre tout de suite. Premier indicateur, c'est qu'un investisseur sur deux a moins de 40 ans. Donc ça, c'est intéressant parce que 40 ans, c'est un peu, on va dire... Désolé pour ceux qui y sont, qui vont y être comme moi, j'y suis dans quelques mois. Mais c'est un peu la moitié de la vie quand on prend l'espérance de vie moyenne. Hommes-femmes confondus, c'est à peu près la moyenne de vie. Donc, on sait qu'un investisseur sur deux a moins de 40 ans et forcément, il a entre 18 et 40, puisqu'un investisseur mineur, je pense, n'est pas considéré dans ces statistiques-là, c'est-à-dire s'il est par exemple associé dans une société. Donc, cette participation on va dire la tranche avant 40 ans, elle est intéressante parce que ça marque vraiment une nouvelle génération d'investisseurs qui arrivent, puisque les investisseurs immobiliers quand même, dans le temps, alors c'est dommage, je n'ai pas les statistiques sur les années d'avant, mais c'est vrai que les investisseurs ont tendance à se rajeunir. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cet essor quand même, depuis la baisse des taux notamment de l'investissement immobilier, à base de formateurs qui ont fait rêver tous les gens, à base, en se gavant, tout soit dit en passant. Il y a aussi eu cette baisse des taux qui a rendu accessible l'argent, il y a une démocratisation certaine de l'investissement, avec aussi des grosses entreprises de l'investissement clé en main qui ont beaucoup communiqué, j'ai envie de dire cramé surtout tout le pognon des fonds d'investissement qui avait été mis dans la boîte, dédicace à un gros concurrent qui s'est bien cassé la gueule. Non pas que je m'en réjouisse, parce qu'ils ont participé à la démocratisation, mais bon, voilà, ils l'ont fait aussi avec malheureusement beaucoup d'argent cramé pour y arriver. Et puis ça montre aussi que les gens veulent préparer leur retraite parce que plus on s'y prend tôt et mieux c'est pour préparer sa retraite, préparer l'avenir, améliorer ses revenus, améliorer la suite aussi de sa propre vie. Et donc ça, c'est cool. Vous, les jeunes qui nous regardez, plus vous passerez à l'action tôt et plus vous aurez de chances aussi de vous libérer de tout ce qui vous contraint aujourd'hui. Et on a tous des contraintes et une approche de la contrainte différente. Donc, c'est pas un problème en fait d'avoir des contraintes. C'est juste qu'il y en a qui pèsent plus que d'autres et il y en a qui pèsent aussi plus sur tel ou tel type de profil. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je peux vous dire que 7 investisseurs sur 10 se concentrent sur la constitution d'un capital et l'allocation longue durée. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on privilégie quand même l'allocation sécure, la constitution d'un capital sur la durée et on est dans un type d'investissement plutôt patrimonial sécure.
Donc par rapport à tout ce qu'on peut voir pulluler et les formateurs qui vous vendaient du cash flow à gogo, etc., c'est pas du tout la réalité du marché. C'est pas du tout d'ailleurs la réalité du terrain d'un investisseur par exemple comme moi ou comme les gens qu'on accompagne de manière générale avec Artae au quotidien ou que j'ai pu aussi côtoyer tout au long de ma vie d'investisseur. On se crée du capital pour demain, vous le savez, je le répète souvent sur ce podcast, l'immobilier c'est du temps long, il n'y a aucun raccourci, les raccourcis font prendre énormément de risques. Si vous êtes prêt à prendre des risques, prenez des raccourcis. Si vous souhaitez plutôt arriver à un chemin avec un objectif donné, une horizon temporelle donnée, prenez juste le chemin et patientez. 3 investisseurs sur 10 se tournent par contre pour des projets qui sont moins dans l'investissement pur et dur, mais plutôt sur des projets personnels, type résidence secondaire, avec des biens à usage mixte qui peuvent être utilisés en location pour payer par exemple des frais, mais aussi pour participer à leur bien-être, à leur loisir, à leur envie aussi d'avoir une résidence secondaire, un pied-à-terre. Ça peut être au bord de la mer, ça peut être à la montagne, ça peut être à l'étranger, ça peut être dans une autre ville, ça peut être aussi des étrangers qui investissent en France. Clairement, voilà, il y a quand même 3 investisseurs sur 10 qu'on considère donc investisseurs qui achètent de la résidence un peu secondaire. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi, par exemple, au Portugal, ce que je m'apprête à faire là aussi dans un autre pays, je vous en parlerai vraiment un peu plus tard quand ce sera plus concret, pour finalement pouvoir en profiter aussi à titre personnel, mais que ça ne me coûte rien. Si ça peut me rapporter un peu, tant mieux. Si ça ne me rapporte pas, c'est pas grave. L'idée, c'est que ça se capitalise tranquillement, ça rembourse du crédit, ça rembourse de la dette, ça rembourse des charges, et on sait qu'à la fin, eh bien, il y a 100% de capitalisation pour soi-même, tout en ayant profité quelques temps, quelques semaines, quelques mois dans l'année, ou même ne serait-ce que quelques jours. Alors en l'occurrence, moi, le Portugal, c'est plein tellement tout le temps que finalement, j'arrive pas à faire le sacrifice d'un week-end pour y aller moi-même, donc j'y suis même pas allé de l'année. Voilà, c'est bien dommage. Je suis allé à Porto pour des raisons business, mais je suis même pas allé dans les appartements en Algarve. Voilà. Donc le petit résumé qu'on a pu aussi, on va dire, retenir de ça, c'est qu'il y a vraiment une diversification des stratégies d'investissement, puisque clairement, il y a du patrimonial, il y a de la résidence secondaire. On sait que là-dedans aussi, il y a un peu de gens qui cherchent du cash flow qui sont à moins long terme, qui sont avec des stratégies plus court-termistes, mais que ça reflète clairement un intérêt aussi croissant pour des biens qui offrent un usage personnel et à la fois une mécanique de rendement comme des résidences secondaires. Encore une fois, je sais que la Côte Basque a beaucoup plu, alors ça fait augmenter les projets, donc voilà, malheureusement, aujourd'hui ça reste assez intouchable c'est dans une logique de rendement, même si ça se loue très cher, mais il y a aussi pas mal de régions en France qui ont quand même cet attrait semi-touristique, plaisir, week-end, vacances et rendement à minima pour, comme je disais, payer les frais. Voilà. Donc c'est une tendance qui incarne de nouvelles attentes de la part des investisseurs. Nouvelle attente, c'est combiner un aspect vraiment patrimonial avec un aspect de rendement type investissement. Voilà. Et ça, je trouve que pour moi, en tout cas, c'est le meilleur équilibre que j'ai trouvé dans ma vie d'investisseur. C'est de l'investissement plaisir qui ne coûte rien. Voilà. Rapporter, ça peut se déporter dans le temps. Si ça ne rapporte pas de manière instantanée, c'est pas grave. Vous capitalisez quand même à terme et vous faites plaisir en attendant. Moi, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes pour le coup, parce que ça mêle finalement un peu moins le sacrifice, comme moi je l'ai beaucoup vécu aussi quand même pas mal d'années, le sacrifice au détriment du plaisir. Là, je trouve que combiner les deux, c'est vraiment un bon moyen d'investir dans l'immobilier. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec Artae pour la plupart des clients qui investissent à l'étranger et qui ont envie d'avoir un pied-à-terre à l'étranger. Ils mêlent vraiment les deux et ça, c'est plutôt cool. C'est des projets qui sont super sexy aussi et qui sont moins contraints par que les chiffres. Et je trouve qu'on se régale plus, autant les clients que nous, à faire des projets plaisir. Deuxième sujet, c'est le maintien des marges de négociation au troisième trimestre 2024. Il y a à peu près, alors c'est des statistiques qui ne sont pas sur une statistique de marché au global, c'est un baromètre interne de à peu près 8000 agences, un peu plus de 8000 agences en France, agences indépendantes, donc hors les gros réseaux type Orprix, Youmain, tout ça, voilà, volontairement je ne dis pas les bons noms, mais vous avez compris. C'est sur des agences indépendantes, donc voilà, donc ce sont d'une réalité de terrain, mais à la fois c'est pas suffisamment exhaustif, donc c'est juste un échantillonnage. Ce qu'il faut retenir, c'est que
il y a à peu près 5,7% en moyenne sur le troisième trimestre 2024 d'écart de prix entre un prix affiché et un prix négocié. Voilà, donc la négociation moyenne, elle est de 5,7%. Sur cet échantillonnage-là, il y a quand même une réelle dynamique sur les villes, le top des grandes villes, on va dire. Si on prend des exemples, on a par exemple Nantes qui perd 9,9% entre un prix affiché et un prix négocié, donc grosse négo à Nantes en ce moment. On sait aussi que c'est une des villes qui perd le plus en matière de prix. Clairement, je crois que j'avais lu une stat depuis le début de l'année, on était quasiment à moins 5, moins 6% de chute des prix, donc c'est hyper cohérent avec cette négo moyenne d'autour de 10%. Strasbourg perd aussi 8,3%. Donc là, j'ai un peu moins d'input et d'infos là-dessus, mais en tout cas, c'est la négociation moyenne, 8,3% de négociation moyenne. Donc on peut imaginer que les prix de l'immobilier aussi vont baisser à quelques points près d'autant. Donc il y a une vraie augmentation des marges de négociation, en tout cas sur ces villes-là. À l'inverse, par contre, sur Lyon, sur Montpellier, sur Nice, on a des marges de négociation qui sont plutôt moyennes, et inférieures aux tendances, qui sont plutôt autour de 4% sur le dernier trimestre, là, sur le troisième trimestre 2024. Donc ce sont des villes qui sont un peu plus résilientes, avec des prix, peut-être des marchés un peu plus tendus. Et ce sont pourtant des villes totalement différentes. Lyon, qui est la troisième, elle est bientôt quatrième ville de France derrière Toulouse, qui est quand même une grosse ville. Nice, qui est la cinquième ville de France, donc quand même une grosse ville aussi. Montpellier, un peu plus petit, mais ça reste quand même aussi dans les grosses villes de France. Voilà pour la partie négociation. Une autre stat intéressante sur le nerf de la guerre. Deux autres stats. Un, c'est le profil de l'emprunteur. Quel est-il le profil de l'emprunteur au troisième trimestre 2024 ? Et aussi, quels sont les taux qui ont été en moyenne finalement proposés aux investisseurs qui ont acheté au troisième trimestre 2024. Je vais commencer par les taux. Le taux moyen des crédits immobiliers sur 10 ans a été de 3,3%. Et ça peut vous permettre d'avoir un petit benchmark aussi, d'avoir un référentiel pour vous situer si vous avez un projet aujourd'hui. Sur 15 ans, il était aussi à 3,3. C'est vrai qu'il y a souvent peu de différence entre du 10 ans et du 15 ans. Par contre, là, on va voir des différences sur des durées beaucoup plus longues. Donc sur 20 ans, on est à 3,5. Sur 25 ans, on est à 3,6. Voilà. On a eu un peu d'augmentation, à peu près 0,1 point par rapport au deuxième trimestre 2024. Donc on va dire que les taux ont été assez stables entre le deuxième et le troisième trimestre 2024. J'en discutais encore ce matin avec un conseiller en gestion de patrimoine. Il semblerait que les taux vont quand même baisser. Là, je sais aussi que certaines banques ont corrigé un petit peu et se sont un peu réalignées sur d'autres banques qui étaient moins chères pour le dernier trimestre 2024. Il se peut très fortement qu'au début 2025, on revienne sur des taux en dessous de 3,5, même sur des durées assez longue, voilà. Mais encore une fois, pas de boule de cristal, juste on va dire du feeling dans le marché. Et puis, on va maintenant parler du profil de l'emprunteur. Déjà, son âge moyen, le profil de l'emprunteur au troisième trimestre, il a 38 ans. Au deuxième trimestre, il avait 39 ans, donc ça se rajeunit encore une fois. Et puis, il a un revenu moyen, donc c'est le ménage, je pense, c'est le ménage, c'est 3 708 euros en moyenne de revenus mensuels. Alors, qui sont les acquéreurs maintenant entre justement les primo-accédants, donc ceux qui achètent une résidence principale pour la première fois, par exemple. Ça peut être un investissement locatif aussi, je pense, en matière de primo-accession, et hors primo-accession. Donc, 51% des emprunteurs achètent pour la première fois un bien immobilier, donc sont primo-accédants. Et 49%, donc allez, 1 sur 2, on va dire, achètent un deuxième, troisième, etc., bien immobilier, donc n'est pas à sa première acquisition. Et je trouve que cette stat, elle est quand même assez surprenante, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui achètent pour la première fois, un acheteur sur deux, un emprunteur, on va dire, sur deux, donc ça veut dire les gens qui n'achètent pas cash, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, un emprunteur sur deux, et quand même un primo-accédant. Et je trouve que cette stat, elle est surprenante. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je m'attendais quand même à moins. Donc ça, voilà, ça n'a pas bougé par rapport au deuxième trimestre 2024, c'est assez stable. Donc c'est une stat dont je n'avais pas connaissance et qui est assez intéressante. 53,3% des emprunteurs ont acheté une maison, ce qui est totalement cohérent aussi avec la primo-accession.
et 47,7% ont acheté des appartements. Les maisons ont pris plus 3 points par rapport au deuxième trimestre, par rapport aux appartements, ce qui fait qu'on a l'impression que les gens reviennent un petit peu à la maison au détriment des appartements. Ce qui est assez logique, vu que les gens aussi veulent s'excentrer quand ils achètent pour des raisons souvent budgétaires. Si on veut une petite maison, si on veut un jardin, etc., on va s'excentrer, on va aller plus loin des grandes villes. Et donc, avec des taux aussi qui ont augmenté, ben, on va aller, si on est en dehors des grandes villes, on va avoir tendance surtout à aller chercher une petite maison plutôt que finalement un appartement. Voilà, donc les gens font ce choix aussi. Je pense que là, l'effet Covid n'y joue absolument plus, puisque tout le monde a... Voilà, maintenant, c'est bien derrière nous. Même s'il y a encore des gens qui chopent le Covid. Hein. Mais c'est plus pareil, évidemment, ça fait beaucoup moins peur aussi. Et puis, il y a plus cet effet full télétravail, etc. Il y a des grosses entreprises aux États-Unis, dont Amazon notamment, qui a rapatrié tous ses salariés en full office. Donc, il n'y a plus de télétravail du tout. Voilà, ils se sont rendus compte aussi que ça ne fonctionnait pas forcément comme ça devrait. Donc il y a aussi finalement plus cet effet, on va dire, où les gens s'excentrent pour aller faire du télétravail à 100%. Sur les emprunteurs, il y a 84%, 83,9% exactement au troisième trimestre 2024 sur cet échantillon-là qui achètent une résidence principale. Donc le reste, ça veut dire que c'est entre la résidence secondaire et les investissements locatifs classiques comme on les connaît tous. Voilà. Donc quand même 84% du marché sur de la résidence principale, que ce soit en primo-accédant ou que ce soit quelqu'un qui achète une deuxième ou une troisième résidence principale dans sa vie. Voilà, donc le reste 16% sur l'investissement locatif et la résidence secondaire, comme je le disais. Voilà, il y a eu à peine 0,3% de renégociation des prêts en cours. Voilà. C'est vrai qu'avec les taux actuels, très peu de sujets de renégociation pour le coup, mais il y en a quand même eu 0,3%. Voilà, peut-être des gens qui avaient emprunté il y a un moment, qui n'avaient toujours pas renégocié, qui avaient emprunté peut-être à 4,5, à 5. Voilà. Et puis, la répartition entre le neuf et l'ancien, ça aussi, ce sont des stats intéressantes. 92,8%, et là, il n'y a pas de suspense, c'est des emprunteurs qui ont acheté dans l'ancien, évidemment. Et le neuf, c'est 7,2% du marché. Le neuf, on sait que ça a baissé, ça représentait peut-être beaucoup plus que ça il fut un temps. Là, on sait que ça a baissé, déjà, il y a moins d'avantages fiscaux, en tout cas théoriques, parce qu'on sait entre vous et moi que les avantages fiscaux dans le neuf, en soi, il n'y en avait aucun à terme, que c'était vraiment une fumisterie, mais que les gens l'avaient quand même suffisamment bien marketé pour arriver à le vendre et à des gens qui n'étaient obsédés que par, on va dire, l'économie d'impôt, mais en soi, il y a peut-être 9 projets sur 10 dans le neuf qui sont des catastrophes financières et économiques pour les gens. Et c'est peut-être bien que ça s'arrête un petit peu justement et que le Pinel soit un peu mis de côté et que les conseillers en gestion de patrimoine aussi commencent à faire du conseil beaucoup plus objectif que juste subjectif vis-à-vis d'une commission éventuelle. Donc moi, ça me va en fait que 92,8% soit dans l'ancien et j'espère que ça va évoluer aussi un petit peu plus parce que voilà, il n'y a pas que du bon dans le neuf, mais attention, je ne dis pas qu'il n'y a que du mauvais. Et puis les caractéristiques d'un prêt immobilier en matière de chiffres, et ça c'est intéressant, et on va clôturer la capsule là-dessus. L'apport moyen, et là vous n'êtes pas prêt, il est de 82 375 €. Il est de plus 6% par rapport au deuxième trimestre 2024. Ça veut dire qu'entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre, déjà l'apport a augmenté de 6%, ce qui fait que les gens sont aujourd'hui OK pour aller compenser, s'ils le peuvent évidemment, c'est pas donné à tout le monde, sont OK pour aller compenser le fait que les taux ont augmenté et que donc leur pouvoir d'achat potentiellement juste du levier bancaire a baissé. Donc du coup, ils compensent avec ça. Mais aussi, attention, il faut relativiser. N'oubliez pas, il n'y a que sur ces emprunteurs-là 16% d'investissement locatif / résidence secondaire. Donc potentiellement, il y a quand même beaucoup de résidences principales, on le sait, 84%. Donc forcément, sur une résidence principale, on a vu qu'il y a la moitié primo-accédant, la moitié pas primo-accédant à peu près. Ça veut dire que déjà la moitié ont peut-être déjà récupéré du cash d'une vente précédente. On sait qu'en plus, il y a une exonération sur la plus-value immobilière dans le cadre de la résidence principale, donc c'est plus facile d'aller réutiliser du cash aussi. Quand on récupère 100 000 d'une vente d'une maison qu'on a depuis 10-15 ans, en fait, c'est 100 000 qu'on peut réinvestir dans une autre maison aussi. Donc, il faut le relativiser. Je pense que si on isolait les
15-16% là, d'investissement locatif, l'apport serait bien moindre que ces 82 000. Ça aurait d'ailleurs été intéressant d'avoir la stat, mais je ne l'ai pas. Le capital emprunté, lui, moyen, est de 253 000 euros. Ce qui est plutôt stable, il me semble, de manière générale en France. C'est un peu le capital moyen emprunté, mais ça fait quand même une proportion assez importante, puisque on va dire que 83 000 sur 253 000 euros, c'est quand même 33% d'apport. Voilà. Donc on est à 32-33% d'apport en moyenne sur les projets IMO qui ont été financés par des banques au troisième trimestre 2024. Encore une fois, il y a beaucoup de résidences principales, donc il faut relativiser. Et je sais que beaucoup qui me regardent ou qui m'écoutent sont des investisseurs locatifs. Donc pour eux, ça semble faramineux. Mais en l'occurrence, d'ailleurs, sur des investissements très patrimoniaux, ce n'est pas inintéressant de mettre entre 20 et 30% d'apport. Parce qu'on sait qu'on a un argent qui va être très liquide, si besoin, liquide au sens de l'immobilier, donc évidemment il y a un peu d'inertie, mais plutôt liquide si nécessaire, puisque sur un investissement patrimonial, on va avoir un bon emplacement, une bonne liquidité, peu de vacances locatives, voire quasiment pas. Voilà, donc l'argent, on sait où on le met aussi, et c'est pas inintéressant de le faire si on veut aussi ne pas faire d'efforts d'épargne, par exemple, chaque mois. Ça, c'est au choix de chacun. La durée moyenne du prêt, elle s'est raccourcie de 3 mois par rapport au deuxième semestre. Mais bon, c'est kiff-kiff, c'est 274 mois. Voilà, donc c'est entre 20 et 25 ans finalement. Il n'y a pas trop d'école là-dessus. On sait que la plupart des prêts, de toute façon, c'est soit du 20, soit du 25. Hein, voilà. Plus souvent d'ailleurs sur du locatif du 20, parce que toutes les banques ne prêtent pas sur 25. En tout cas, tous les projets ne sont pas éligibles à du 25 ans, on va dire, ni même tous les profils. Et puis, beaucoup de résidences principales vont être plutôt sur du 25, surtout sur les primo-accédants, j'imagine. Mais encore une fois, je n'ai pas la ventilation. Ce ne sont que des chiffres qui sont intéressants, mais assez macro, sur un échantillon de données. Et puis la mensualité moyenne assurance incluse, alors elle a augmenté de plus 35% entre le troisième trimestre et le deuxième trimestre, ce qui est absolument faramineux. Enfin, je trouve ça hallucinant, plus 35%. Donc, et c'est pas une augmentation pour le coût de l'argent, parce que les taux n'ont pas bougé entre le deuxième et le troisième, on l'a vu. Mais a priori, ça veut dire que les gens sont maintenant OK pour aller emprunter quand même plus et ont accepté que ces taux sont des taux de la normalité actuelle. Voilà. C'est vrai que je pense qu'il y a eu un blocage là, sur la fin 2023 notamment. Peut-être toute l'année un peu 2023, il y a eu ce blocage, début 2024 peut-être. Puis ça commence à se débloquer. Les gens sont OK pour emprunter à des taux autour de 3,5. Voilà. Donc la mensualité, c'est 2116 € en moyenne. Encore une fois, il y a des résidences principales. Sur l'investissement locatif, ce serait, à mon avis, beaucoup moindre. Voilà pour ces stats. Je ne vous embête pas plus. Partagez-les autour de vous. Réagissez sur les réseaux sociaux, donnez-nous du feedback, allez noter aussi le podcast sur toutes les plateformes, c'est vraiment important pour nous. Mettez-nous un pouce comme ça si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire aussi juste en dessous de la vidéo, et on essaiera aussi de vous partager de plus en plus de statistiques de marché parce que je trouve que c'est intéressant, ça nous permet d'avoir des référentiels et de se comparer, même si attention, je le répète, le marché immobilier c'est un sujet hyper local, et si on fait un entonnoir de l'immobilier, on a le monde, le continent, le pays, la ville, la région, le département, la ville. Dans la ville, on a les quartiers et ensuite on a les rues, les immeubles et même les positionnements dans l'immeuble du type d'appartement. Donc c'est vraiment un entonnoir et une granularité très importante pour faire un bon investissement. Donc connaissez bien votre marché, mais servez-vous quand même des stats de manière générale, juste pour vous acculturer aussi à tout ça. Encore une fois, merci d'être là, à très bientôt, ciao ciao.